Savais-tu que tu peux remodeler ton travail pour le rendre plus épanouissant et plus stimulant? Imagine occuper un emploi où chaque tâche te procure du plaisir, où tes interactions professionnelles sont enrichissantes, où tu es en capacité d'exploiter tes forces, tes talents innés, de trouver un sens profond à ce que tu fais. On pourrait croire que c'est quelque chose d'utopique et pour autant ça existe et on peut même le faire au sein des organisations. C'est la promesse du concept du job crafting. Le job crafting, c'est littéralement, on pourrait le dire comme ça, c'est la création de son travail. Voilà, c'est redéfinir, c'est l'art de redéfinir son travail. Ça, sur le papier, c'est génial. Le seul problème, c'est que beaucoup d'organisations sont rigides et qu'elles n'offrent pas forcément la possibilité aux salariés de se designer une fiche de poste qui réponde davantage à qui ils sont. Donc ça, c'est, on va dire, l'obstacle principal, mais pour autant, ce concept du job crafting, il existe et il offre de nombreuses opportunités et moi-même, je l'ai expérimenté. J'ai pu expérimenter cette redéfinition de mes fiches de poste en fonction de ce que je voulais faire, en fonction de ce qui m'animait, en fonction de ce que je voulais expérimenter. Donc ça existe, c'est possible et je suis persuadée que de nombreux salariés l'initient de façon naturelle comme j'ai pu le faire, mais ne savent pas que ce concept-là a un nom et ça s'appelle le job crafting. Donc, la promesse du job crafting, c'est je sais qui je suis, je sais qui est l'organisation, comment elle fonctionne, je me permets d'initier ou de faire preuve de créativité pour me designer un travail qui me procure davantage de plaisir, qui me donne envie de m'engager, qui donne un sens profond à ce que je fais et du coup qui crée de la performance. Et beaucoup d'organisations sont trop dans le rigide, trop dans le dur, elles ont une vision des fiches de poste, elles ont une vision de comment les choses doivent être faites et elles mettent aussi, encore beaucoup, trop en avant tout ce qui est chiffres, c'est-à-dire les objectifs et le chiffre d'affaires, au lieu de tourner le projecteur plutôt sur l'humain et sur son potentiel. Parce que, on le sait, qu'une personne qui est en capacité d'exprimer pleinement qui elle est, bien évidemment, elle sera beaucoup plus engagée, elle aura plus de satisfaction à faire ce qu'elle fait, et du coup, elle sera plus performante et plus productive. Donc, le job crafting, c'est quoi concrètement? C'est un terme qui a été créé par deux chercheuses américaines. Alors, la première, je vais essayer de ne pas écorcher son nom de famille. Elle s'appelle Amy Wrzeniewski et Jen Deaton. Donc ce sont deux professeurs de gestion et des chercheuses. Et en fait, elles ont mené une étude sur la thématique de comprendre en fait la nature et le sens du travail d'une équipe de nettoyage dans un hôpital. Donc elles sont allées rencontrer ces salariés pour mieux comprendre comment ces salariés-là percevaient leur travail qui est finalement de nettoyer les chambres des patients dans un hôpital. Et donc ces salariés-là étaient répartis en deux groupes. Alors dans son étude, de ce que j'ai pu en lire, elle ne précise pas comment les groupes ont été constitués. Donc il y avait deux groupes et dans le premier groupe, lorsqu'elle questionnait les salariés sur leur travail, comment ils percevaient leur travail, quel sens ils pouvaient donner, eh bien la majorité des gens utilisaient les termes qui étaient définis dans leur fiche de poste. Il n'y avait pas forcément de satisfaction ou d'insatisfaction. En fait, c'était des personnes qui faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Point à la ligne. Et dans l'autre groupe, elles se sont retrouvées avec des personnes qui utilisaient des termes différents et qui avaient un regard et une vision différente de leur travail. Et du coup, ça les a un peu interloquées, donc elles ont creusé, elles ont davantage posé des questions pour comprendre. Et en fait, elles se sont aperçues que ces personnes avaient justement initié des choses en plus
de leur fiche de poste. C'est-à-dire elles s'étaient octroyé le droit de faire quelque chose qui n'était pas dans leur fiche de poste et qui parfois sortait du cadre, hein, c'est-à-dire que si l'organisation s'était aperçue de ce qu'elle faisait, probablement qu'elles auraient été licenciées. Et donc les 2 exemples que je peux te partager, c'est une personne qui a accompagné certains patients qui sortaient de l'hôpital à retrouver leur voiture au garage souterrain de l'hôpital. Donc on imagine aux États-Unis, grands établissements avec le garage au sous-sol. Et donc pour éviter que les gens se perdent dans les couloirs de l'hôpital, et bien du coup les accompagner. Mais donc ils le faisaient sur leur temps de travail. Donc on imagine une organisation qui laisse ses salariés qui normalement sont censés faire du nettoyage prendre 10-15 minutes pour accompagner les patients. Pour eux, une organisation qui raisonne en objectifs, en chiffres, en rentabilité, va dire il perd 15 minutes de son temps à aller accompagner un patient au lieu de faire ce pourquoi il est payé. Mais pour ces personnes-là qui faisaient ça, en fait, c'était de bon cœur, c'était naturel d'accompagner, d'aider ces personnes-là. Et l'autre exemple, c'est une personne qui avait tendance à changer les cadres des murs dans les chambres. Donc on imagine la chambre d'hôpital avec des cadres, un petit peu de décoration. Et en fait, elle s'amusait à décrocher les tableaux et à les accrocher dans une chambre. Et en fait, elle permutait comme ça les tableaux. Et pour autant, elle travaillait dans un étage où les gens étaient dans le coma. Donc les gens n'étaient pas conscients en fait. Et donc c'est la remarque qu'on lui a fait. On lui fait ok, vous faites ça, mais c'est quoi l'intérêt? Parce qu'en fait les gens sont dans le coma, donc ils voient pas ce que vous êtes en train de faire. On présuppose qu'ils voient pas ce que vous êtes en train de faire. Et en fait ce qu'elle a répondu, c'est qu'elle a dit en fait je le fais parce que c'est moi. Et donc c'est très intéressant parce qu'elle a osé rajouter du soi, d'elle en fait, dans son travail. Et on imagine peut-être une personne qui a besoin de changement, qui peut-être fait la même chose chez elle aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui change régulièrement de décoration dans son domicile, ou peut-être qu'elle s'amuse à permuter certains objets, etc. Et en fait, voilà, c'est son mode de fonctionnement, et donc elle a osé initier cette chose-là dans son emploi. Donc le job crafting, il repose vraiment sur l'idée que en tant que travailleur, on peut faire preuve de créativité, d'imagination pour rendre notre emploi plus en cohérence avec qui l'on est. Donc on peut venir modifier les tâches, mais on peut venir aussi modifier la façon dont on interagit avec les autres. On peut rajouter des interactions ou au contraire en enlever. Et ça va toucher aussi la façon dont on perçoit notre travail pour le rendre plus significatif et plus satisfaisant. Et donc là, je renvoie à toutes les personnes qui aujourd'hui disent ce que je fais ne fait pas sens, notamment dans les grandes organisations, vous allez être un maillon d'une énorme chaîne et en fait, on ne voit pas le concret de ce que l'on fait. Et donc, ça peut être intéressant d'aller au contraire chercher des informations pour venir nourrir en fait le sens que l'on peut mettre derrière ce que l'on fait au quotidien. Donc le concept du job crafting vient de quelque chose que l'on est très certainement nombreux à faire de façon naturelle. Moi je l'ai fait de façon naturelle. Aujourd'hui je peux mettre un mot sur ce concept, mais je suis certaine que je suis pas la seule et que beaucoup de personnes le font, mais c'est toujours intéressant de pouvoir mettre des mots sur ce que l'on initie. Et du coup derrière ça nous permet aussi peut-être d'approfondir ces choses-là. Toi qui aujourd'hui es en poste, eh bien ça peut être une opportunité pour toi de te dire tiens, je vais suivre les recommandations de Vanessa, puis je vais voir ce que je peux apporter comme changement dans ma fiche de poste, en espérant que l'organisation soit ouverte à ces petits changements. Donc le job crafting, contrairement aux approches traditionnelles de gestion de carrière, il met vraiment l'accent sur l'autonomie et la créativité des employés. Donc je t'invite vraiment aujourd'hui à reprendre le contrôle de ta carrière et de te dire tiens, comment moi je peux initier quelque chose de nouveau au sein de mon équipe ou au sein de mon organisation.
Donc l'élaboration ou la création d'un emploi sur mesure, eh bien il peut prendre différentes formes. Ça peut être l'ajout ou la suppression de tâches, ça peut être la modification de la façon dont on fait les choses, ou ça peut être un changement dans les interactions que l'on peut avoir avec des personnes, et ça peut être aussi de recadrer un petit peu le sens que l'on met à ce que l'on fait. Donc là, ce que je te partage, c'est vraiment la vision de ces deux chercheuses qui ont créé le terme de job crafting. Ensuite, je suis tombée sur une autre définition qui me parle un petit peu plus et qui est celle de Rob Baker. Rob Baker, c'est un Australien et lui, c'est une proue de la psychologie positive appliquée aux organisations. Et il est fondateur d'un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la création de meilleurs environnements de travail. Donc il s'adresse beaucoup en fait aux organisations elles-mêmes et ils accompagnent les RH, voilà, les patrons, les PDG à changer leur vision du travail et à accompagner leurs salariés à remodeler finalement leur poste. Donc lui, il définit finalement la création d'emplois. Quand je dis création d'emploi, je l'entends sous job crafting, c'est-à-dire que tu es déjà en poste et comment tu peux recréer ou redesigner ta fiche de poste pour que ton emploi te corresponde davantage. C'est pas je crée un emploi en plus. Donc il définit ce concept-là comme le fait d'apporter des petits changements dans la façon dont on agit, interagit ou pensons au travail pour faire ressortir finalement ce qui fait de nous un être unique et singulier, c'est-à-dire nos forces, nos talents, nos passions ou nos centres d'intérêt, et bien évidemment de faire en sorte qu'on soit en accord avec nos valeurs. Et valeurs, j'ouvre une parenthèse, je parle de nos vraies valeurs. Pas celles qui nous ont été inculquées par nos parents, mais les valeurs de la personne que l'on est aujourd'hui, ou du moins que l'on aspire à devenir. Je referme la parenthèse. Et il est aussi l'auteur d'un ouvrage, Personalisation at Work, j'ai un accent en anglais magnifique, qui est un ouvrage à destination des RH. Et il n'est pas en français, il n'est pas traduit en français, il est que en anglais. Donc selon lui, il y a 5 grandes motivations qui vont inviter les gens finalement à oser faire preuve de créativité et à venir redéfinir leur fonction, leur travail. La première chose, c'est les tâches, bien évidemment. Comment est-ce que je peux faire telle tâche de façon différente, ou comment je peux retirer certaines tâches ou en rajouter pour que ça vienne enrichir mon poste et que elles me correspondent davantage. Ça va être au niveau des relations, comment je peux changer mes interactions, peut-être rajouter des interactions au sein de mon équipe ou avec d'autres personnes de l'organisation ou en dehors, ou comment je peux en supprimer. Ça va être aussi au regard de l'objectif, c'est-à-dire de la raison d'être de l'organisation. Comment je peux changer mon regard sur la raison d'être, sur la mission de l'organisation, sur ses valeurs, et puis moi, mon système de valeurs, comment est-ce que les choses peuvent s'imbriquer. Notre système de valeurs, il est modifiable, hein. C'est pas un truc qui est figé dans le marbre, c'est vraiment quelque chose qui évolue, mais en fonction de la personne que l'on devient. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui tu fais ce travail-là de dire ok, comment moi je peux trouver ma place par rapport à la raison d'être et la mission de l'organisation qui m'emploie et par rapport à son propre système de valeurs, ça ne veut pas dire que tu dois, toi, changer ton système de valeurs et prendre le système de valeurs de l'organisation. Non, c'est plutôt de dire qui je suis à l'instant T et qui j'ai envie d'être. Et la personne qui évolue, elle va avoir son propre système de valeurs. Et est-ce que ça matche ou est-ce que ça matche pas? Comment je peux imbriquer ces choses-là? La quatrième motivation,
qui peut nous pousser justement à nous designer des postes qui nous correspondent davantage, ça va être de nous concentrer sur de nouvelles compétences. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, dans tes fonctions, tu fais peut-être un truc ou peut-être que tu as une idée un peu plus précise de là où tu voudrais aller et qu'il te manque un socle de compétences. Eh bien, le fait d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer une compétence que l'on a pour développer derrière une certaine expertise ou une certaine reconnaissance, c'est ce qui permet aussi derrière de retrouver de l'oxygène dans son travail. Et la 5e motivation, eh bien, ça va être de retrouver un bien-être au global, une meilleure santé physique et mentale grâce à son travail. Donc ça va être d'avoir une réflexion globale et de se dire comment je peux me sentir mieux finalement au travail. Donc ça, c'est l'approche de Rob Baker. Alors, comment tu peux utiliser ce concept du job crafting pour commencer à apporter des petits changements dans ton emploi et voir ce que ça donne. Encore une fois, j'aime cette idée que la vie est faite d'expérience, d'expérimentation. Donc oui, ça demande, nous, petits êtres humains, de l'engagement, ça va nous demander du temps, ça va nous demander de prendre un petit peu cette position méta, là, de sortir de la tête du guidon et d'être plus dans l'observation de ce qui se passe dans notre environnement, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc la première chose à faire, bien évidemment, ça va être d'initier les choses. Personne ne le fera à ta place. Donc c'est à toi de faire ce travail-là pour reprendre finalement le contrôle sur ta carrière. Et tu peux le faire avec ou sans le soutien de ton manager ou de ton organisation. Il y a certaines choses que tu peux mettre en place et tu n'as pas forcément besoin de l'aval de ton manager. Pour autant, quand on est vraiment dans une vraie dynamique de se designer une fiche de poste qui nous correspond vraiment, dans laquelle on va vraiment se sentir comme un poisson dans l'eau, c'est quand même mieux de pouvoir mobiliser le manager et de pouvoir s'intégrer dans une certaine dynamique. Et effectivement, quand ça, c'est pas possible, oui, il faut sortir de l'organisation ou il faut se réinventer autrement. Mais c'est vrai que quand on est dans une réflexion plus globale, c'est plus pérenne. Donc avant de commencer à pouvoir te designer une fiche de poste, un emploi qui te correspond à 100%, tu dois avoir dans un premier temps une vision claire de ta fiche de poste. Moi j'ai certains clients ou certaines clientes, en fait c'est pas clair. Donc les limites elles sont vaporeuses et parfois ça peut créer certaines tensions. D'ailleurs, dans mon ancienne carrière, lorsque j'étais RH, c'est un travail que j'ai fait à un moment donné. Faire des fiches de poste et de faire un référentiel de compétences. Parce que c'était un outil essentiel pour gérer correctement les talents de l'organisation. Donc, avoir une compréhension claire de ta fiche de poste, de tes responsabilités, de voir où est-ce que tu performes, et de voir où est-ce qu'il y a des perditions d'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce qui te coûte énormément en énergie. C'est de voir aussi quelle est la vision de l'entreprise, quelle est la raison d'être, le système de valeurs de l'organisation. Donc c'est vraiment de brosser d'un côté finalement tout ce qui est lié à l'organisation elle-même, la fiche de poste, tes responsabilités, et puis de commencer à voir voilà, où est-ce que tu es le ou la plus à l'aise, et puis l'organisation dans sa globalité. Et ensuite, c'est de regarder toi de façon réaliste et authentique et sincère, et de regarder finalement qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quels sont mes centres d'intérêt ou éventuellement mes passions, qu'est-ce qui fait sens, quelles sont mes motivations intrinsèques, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et de regarder comment ça peut s'imbriquer dans la fiche de poste. Quel est le premier changement que tu peux mettre en place pour faire en sorte que ça matche.
En tant que coach professionnel, voilà comment je pourrais t'accompagner. Je pourrais utiliser ce concept du job crafting, bien évidemment, pour améliorer ton plaisir au travail, pour améliorer ton engagement et ta performance. Et la première chose que je ferais, ce serait de t'inviter à explorer en fait ton niveau d'engagement et de satisfaction à l'égard de ton travail, donc au global, mais aussi en fonction des tâches. C'est vraiment de regarder chaque tâche principale et de se dire, ok, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que j'en suis en termes d'engagement, en termes de satisfaction, de plaisir, et de faire ce travail-là et de voir aussi ce qui peut interférer dans ton niveau d'engagement et de performance. Ensuite, bien évidemment, c'est de faire un travail de connaissance de soi. C'est quelles sont mes intelligences, quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes motivations intrinsèques, c'est quoi mes forces, c'est quoi la façon dont je fonctionne peut-être dans tel environnement, qu'est-ce qui est le plus aligné pour moi lorsqu'il s'agit d'évoluer peut-être dans un environnement de stress où les challenges sont présents, ou peut-être dans un environnement où il y a beaucoup de changements, ou au contraire dans un environnement où c'est très statique, il n'y a pas beaucoup de changements. Ton système de valeurs et ton vrai système de valeurs, pas celui que papa et maman t'ont transmis. Et de te projeter en fait dans le futur et te dire, ok, ça c'est mon portrait, quelle est la personne que j'ai envie de devenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et de faire ce travail-là d'identification du premier changement qui pourrait te permettre de retrouver un nouveau souffle dans ton emploi actuel. Et ensuite, une fois que ce premier petit changement est apporté, eh bien c'est de l'évaluer, c'est d'identifier des indicateurs qui vont te permettre de dire, bah tiens, effectivement, ce changement-là, il était pertinent, ou bah finalement, il est pertinent, mais pas assez, parce que je sens que en fin de journée, je suis toujours pas satisfaite. Donc c'est toujours de mettre en place un changement, mais ce changement, il doit être suivi dans la durée pour voir s'il est pertinent, et suffisamment pertinent, ou est-ce qu'il est pertinent, mais est-ce qu'on a besoin d'ajuster autre chose pour rendre le changement plus significatif et plus performant. Et c'est aussi dans ce travail-là d'identifier les obstacles, parce que très certainement, si tu décides de jouer sur les relations et peut-être de retirer certaines interactions avec certaines personnes, parce que peut-être que ce sont des personnes qui sont toxiques, ou peut-être que ce sont des personnes qui sont toujours dans la négativité, quels sont les défis ou les obstacles que tu vas rencontrer. Peut-être que ton manager va te dire bah non, définitivement ça fait partie de ta fiche de poste, ou je vois pas à qui je pourrais déléguer ce dossier dans l'équipe. Donc c'est aussi d'avoir cette vision de ok, j'apporte ce changement là, mais c'est quoi les obstacles ou des défis que je vais avoir en face, pour commencer tout de suite peut-être à identifier un argumentaire pour faire preuve d'affirmation, et encore une fois oser prendre sa place dans l'organisation. Voilà ce que je voulais te partager sur le job crafting. Je fais vraiment partie de ces personnes qui considèrent que la reconversion professionnelle, c'est pas la solution à tous les maux, et qu'il y a tellement d'autres leviers d'action que l'on peut utiliser pour retrouver un nouveau souffle au travail, que c'est quand même important. Je vais terminer juste en illustrant ma propre expérience du job crafting. Moi, j'ai fait preuve de cette initiative, et je savais même pas que ça s'appelait du job crafting à l'époque. J'ai fait ça de façon totalement naturelle, encore une fois, comme certainement d'autres personnes. Mais ça faisait 1 an et demi que j'étais en poste, et j'avais vraiment le sentiment d'avoir fait le tour de mes tâches. C'était aussi beaucoup d'administratif,
Et moi, j'avais besoin d'un petit peu plus de stratégie. Et du coup, dans mes fonctions RH, je voulais plus de gestion de compétences, je voulais plus de juridique. Et du coup, comme j'étais sur une création de poste, j'ai initié certaines choses. Toujours dans ma fiche de poste, mais j'ai initié certaines choses parce que juriste à la base, je m'étais rendu compte que dans l'organisation, il y avait plein de choses d'un point de vue réglementaire et légal qui n'avaient pas été mis en place, parce que l'organisation était jeune et elle avait une très forte croissance. Donc derrière, ça n'avait pas suivi. Donc j'avais initié, j'avais mis en place des choses, donc j'étais beaucoup dans la créativité, dans la mise en place de process. Donc ça me plaisait et j'avais eu cette liberté-là. Et puis à un moment donné, ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que l'administratif prenait tellement de place dans mon quotidien que en fait, j'ai fini par être démissionnaire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé un autre emploi avec plus de responsabilités dans une autre organisation. Et finalement, mon employeur m'a fait une proposition en disant, voilà Vanessa, une fiche de poste avec des tâches que je sais que tu affectionnes particulièrement. Je te laisse la regarder avec telle proposition de salaire. Mais c'est pas fixe, tu peux me dire ce que tu en penses et tu peux éventuellement rajouter ou enlever certaines choses. Donc là, j'ai vraiment fait face à une opportunité d'évolution d'emploi. Et là, plus que du job crafting, on était vraiment sur une nouvelle création de poste. Mais du coup, avec une fiche de poste où j'ai pu vraiment choisir les tâches que je voulais faire et qui me correspondaient véritablement. Et puis à un moment donné, donc c'est ce qui m'a permis de rester dans l'entreprise, c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans l'entreprise, de pouvoir devenir maman. Et puis à un moment donné, le fait d'évoluer en tant que personne, le système de valeurs change aussi. Et puis j'avais d'autres aspirations. Et puis et puis à un moment donné, il y avait certaines choses qui faisaient plus sens pour moi, donc j'ai fini par quitter cette entreprise. Mais voilà, je voulais te partager mon expérience du job crafting qui est partie vraiment de quelque chose de totalement naturel, mais d'un désir de pouvoir insuffler dans mon poste des choses qui finalement font partie de mon ADN, font partie de moi, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est analyse, réflexion, le fait de faire preuve aussi de créer de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses, ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et que j'ai pu initier dans ce poste, et c'est ce qui m'a permis de continuer à évoluer dans cette organisation, parce qu'en fait le reste était ok, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne ambiance de travail, je m'entendais très bien avec mes collègues, avec mes collaborateurs, avec mes patrons, donc voilà, c'est toujours dommage de quitter une organisation dans laquelle on se sent bien, parce que en fait les tâches ne nous procurent pas plus de satisfaction, de plaisir que ça. Voilà ce que je voulais te partager sur le job crafting. Si cet épisode t'a plu et t'a donné des clés de compréhension pour apporter un vrai changement dans ton quotidien, surtout n'hésite pas à liker et à partager cet épisode de podcast. Si tu l'écoutes sur Spotify, je t'invite chaleureusement à mettre 5 étoiles, c'est ce qui aide mon travail à être vu par le plus grand nombre, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.